de novembre 1940. Événement important, avant tout, l'élection de Roosevelt. Et vous verrez aux actualités allemandes qu'on n'en dit pas un mot. Deuxième événement important, aussi l'intervention italienne en Grèce, et vous noterez la façon dont les Allemands présentent cette intervention. Et puis, nous verrons ensuite les actualités de Vichy. Avec Raoul Girardet, qui, du temps de Vichy, Raoul Girardet, qu'est-ce que vous faisiez? À cette époque, très précisément, j'étais encore dans l'armée d'armistice. J'étais un très jeune aspirant de réserve. Et en tant qu'armée de l'armistice, tout ça va me rajeunir effectivement beaucoup. Alors, je suis à la fois historien et en même temps relativement témoin, car je me souviens de cette époque où l'on défilait beaucoup, et évidemment beaucoup trop pour une armée vaincue, mais où était entretenue dans cette armée une volonté très certaine de revanche. Nos officiers ne cessaient de nous en parler, et nous étions convaincus qu'un jour ou l'autre, nous rentrions dans la guerre, que la guerre n'était pas finie. Ce qui ne nous empêchait pas d'être modérément mais gentiment pétinistes, puisque le maréchal était censé effectivement préparer sournoisement cette revanche. Mais vous n'avez pas écrit quelque chose, si ma mémoire n'est pas trop courte, sur Pétain à l'époque? Oui, votre mémoire est admirable, car effectivement, avec un camarade qui était également aspirant de réserve, nous avons publié ce qui probablement doit être un des premiers journaux clandestins, et qui s'appelait les Documents nationalistes français, et qui expliquait que nous étions là, effectivement, pour bouter l'allemand hors du territoire français. J'avais rédigé entièrement le premier numéro, il y en a eu deux, je dois dire. C'était clandestinement renéotypé à l'intérieur d'une caserne, et qui se terminait par cette phrase admirable: nous ne serons en repos que lorsque le maréchal Pétain sera entré en vainqueur à Mayence et à Francfort. Alors, bien entendu, je ne me vante pas d'un don particulier de prophétie politique. Oui, c'est votre premier diagnostic d'historien. C'est mon premier diagnostic d'historien, il s'est révélé faux, j'ai essayé de faire mieux depuis. Oui. Enfin, c'était un diagnostic futuriste, voilà, prophétique. Alors, nous allons voir ensemble d'abord l'actualité allemande, puis, pour la deuxième fois, mais un journal complet, cette fois, de Vichy. Auf dem Belgrader Messegelände wurde eine deutsche Architekturausstellung eröffnet. Prinzregent Paul und seine Gemahlin, Prinzessin Olga, die die Ausstellung besichtigten, werden vor dem Pavillon vom deutschen Gesandten begrüßt. Die Ausstellung zeigt bedeutende Werke deutscher Architekten und die Modelle der gewaltigsten Bauwerke des neuen Deutschland. Die neue Elbbrücke bei Hamburg. Ein Entwurf für das Belgrader Sportgelände von Werner March, dem Schöpfer des Berliner Olympiastadions. Eine Autobahnbrücke. Albanien besaß bis zur Besetzung durch Italien kein modernes Straßennetz. Hierin hat Italien sofort Wandel geschaffen. In kurzer Zeit sind neue Straßen entstanden. Hier der Bau der 500 Meter langen Jadu-Brücke, die mit zu den wichtigsten Bauvorhaben gehört. Der Duce besichtigte die 8. Armee. Diesen Soldaten ist der Schutz der italienischen Ostgrenze anvertraut. Arrêtons-nous là,
car je crois qu'il faut signaler quelque chose de relativement intéressant. Ces images sont évidemment passionnantes parce qu'elles montrent, mais elles sont aussi intéressantes au regard de l'historien parce qu'elles ne montrent pas, parce qu'elles ne disent pas. Or, il se trouve qu'au moment même où ces images avaient été filmées, l'Italie était en guerre et était en guerre contre la Grèce. C'est le 28 octobre précédent qu'un ultimatum avait été adressé au gouvernement grec, et c'est dans les jours suivants que les troupes italiennes étaient entrées en Grèce. Or, il est quand même très significatif que les Allemands n'en disent pas un mot, et que s'ils montrent des troupes italiennes à une autre reprise, c'est pour laisser entendre que celles-ci peuvent participer à la bataille d'Angleterre. Il y a donc là des éléments d'interprétation pour l'historien, et il faut rappeler qu'effectivement cette intervention italienne en Grèce avait été désapprouvée par l'armée allemande, qui plus tard sera obligée de venir au secours de la malheureuse armée italienne. Je crois que le sujet d'après traite d'un souvenir historique que vous avez analysé. Oui, le sujet d'après se rapporte à une cérémonie commémorative qui a lieu à Munich, et c'est la cérémonie commémorative du putsch, de la tentative de putsch hitlérien de novembre 1923. Et régulièrement, chaque année, effectivement, et c'est une date décisive dans la mythologie et dans le cérémonial nazi, on se réunit autour de la Feldherrnhalle à Munich pour commémorer cet événement et pour y montrer le drapeau, le premier drapeau nazi qui avait été teinté du sang des victimes de la répression. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. 9. November in München. Vor den Ehrentempeln der ewigen Wache auf dem Königlichen Platz fand in diesem Jahre eine schlichte Feierstunde zu Ehren der ersten Blutzeugen der Bewegung statt. An der Spitze des Zuges der alten Kämpfer die Blutfahne. Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, grüßt die Angehörigen der Toten. Die Kranzniederlegung in den Ehrentempeln. Diese 16 Toten vom 9. November 1923, sagte der Führer in seiner großen Rede am Vorabend des Gedenktages, sind die Kronzeugen einer neuen Auferstehung unseres Volkes geworden. Auf dem Altstädter Ring in Prag weihte Reichsjugendführer Axmann 200 Fahnen der Hitlerjugend und des Jungvolks aus dem Protektorat. Reichsminister Dr. Goebbels begab sich auf Einladung des Reichsprotektors Freiherr von Neurath nach Prag, wo er von Gauleiter Hähnlein und Staatssekretär Frank begrüßt wurde.
Tschernin-Palais sprach der Reichsminister zu den deutschen Kulturschaffenden des Protektorates. Er dankte ihnen für ihre Arbeit und ermahnte sie, sich immer ihrer kulturpolitischen Vorpostenstellung für das Reich bewusst zu sein. Im Mittelpunkt des Besuches stand die große Rede des Ministers vor dem Prager Deutschtum in der Messehalle. Deutschland, so führte Reichsminister Dr. Goebbels aus, stehe heute in einem entscheidenden Schicksalskampf. Oft genug habe der Führer die Wege zum Frieden aufgezeigt, aber England habe immer wieder seine Hand zurückgestoßen. Nun werde England sein verdientes Schicksal ereilen. Die Wehrhaftmachung Großdeutschlands erforderte die Anlage großer Truppenübungsplätze. Dabei ergab sich zuweilen die Notwendigkeit, die dort ansässigen Bauern umzusiedeln. Hier hilft die Wehrmacht den Bauern bei der Anlage neuer Höfe im Emsland. Brachliegendes Land wird auf diese Weise in den Dienst der Ernährungssicherung unseres Volkes gestellt. Der umgesiedelte Bauer findet in schönen Neubauten ein modernes und gesundes Heim. Die NSV hat bisher im Reich insgesamt über 20.000 vorbildliche Kindertagesstätten eingerichtet. Dieser NSV-Kindergarten in Praust gehört zu den schönsten Jugendpflegestätten im Gau Danzig-Westpreußen. Nach dem Spiel im Freien geht es zurück ins Heim. Im luftigen Saal wird Kleingymnastik getrieben. Die Kampfkraft unserer Soldaten wird zwischen den großen Entscheidungskämpfen durch vielseitige Übungen ständig gesteigert. Hier Bilder von der Ausbildung unserer Pioniere im Kampf um Gewässer. Artilleriefeuer bereitet den Übergang vor und zwingt den Feind am jenseitigen Ufer in Deckung. Auf dieser Seite des Flusses liegen die Pioniere gut getarnt mit ihren Sturmbooten bereit. Schlagartig brechen sie zur festgesetzten Angriffszeit vor. Die erste Welle bilden die Pionierstoßtrupps. Ihre Aufgabe ist es, die Bunker am Feindufer niederzukämpfen. Das Artilleriefeuer wird vorverlegt.
Ununterbrochen setzen die Sturmboote die nachfolgende Infanterie über. Die schweren Infanteriewaffen werden mit Hilfe von Floßsackfähren an das gegnerische Ufer gebracht. Jetzt beginnt der Fährenbau mit vorbereitetem Kriegsbrückengerät. Später werden diese Fähren zu Brückengliedern zusammengesetzt und zur Brücke eingefahren. Artillerie rückt nach. Verbände der italienischen Luftwaffe trafen in Flandern ein, um Seite an Seite mit den deutschen Fliegern Vergeltungsangriffe gegen England zu führen. Der Wagen einer Funkstelle wird ausgeladen. Der zuständige deutsche Befehlshaber der Luftwaffe nimmt die Meldung des italienischen Kommandeurs entgegen. Einsatzbereit stehen die italienischen Flieger von jetzt an neben ihren deutschen Kameraden. Auf einem deutschen Jagdflughafen an der Kanalküste. Munition für die Maschinengewehre. Hier werden Magazine für die Bordkanonen gefüllt. Sauerstoff für die Atemgeräte wird nachgefüllt. Oberstleutnant Mölders, er hat das erste halbe Hundert an Abschüssen bereits überschritten. Sein Geschwader erzielte bisher insgesamt über 600 Luftsiege. Start zum Flug über den Kanal.
ein deutscher Frachter. Am Horizont die englische Steilküste. Da, eine Spitfire hat sich herausgewagt. Sofort ist ein deutscher Jäger heran. Es geht ums Ganze. Der Engländer ist getroffen. Brennend stürzt er ab. Ständig laufen immer neue Unterseeboote zum Kampf gegen England aus. Seit Kriegsbeginn versenkten sie neben einer beträchtlichen Kriegsschiffstonnage über 3.700.000 Tonnen feindlichen oder dem Feinde nutzbaren Handelsschiffsraum. Fernab der Heimat erzielen auch unsere Hilfskreuzer auf allen Weltmeeren trotz größten Gegenaufgebots feindlicher Seestreitkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben immer neue Erfolge. Kriegsmarine und Luftwaffe vernichteten seit Kriegsbeginn zusammen über 7 Millionen Tonnen feindlichen Schiffsraumes. Ein deutscher Hilfskreuzer hat auf einsamer Fahrt einen verdächtigen Dampfer ausgemacht. Das Brisenkommando des Hilfskreuzers geht an Bord des Frachters. Die Ladung wird untersucht. Bannware an Bord. Die Besatzung muss ihr Schiff verlassen und wird von dem Hilfskreuzer an Bord genommen. Durch Sprengladungen wird der Frachter zum Sinken gebracht. Die Besatzungen der versenkten Schiffe können sich an Deck frei bewegen. Frischfleisch, eine besonders willkommene Beute. Je länger die Fahrt, desto länger auch der Bart. Dieses Schiff ist als bewaffnetes Feindfahrzeug erkannt worden. Seine Besatzung wird mittels Schleppfloß übernommen. Auch hier ist das Zerstörungswerk schnell und gründlich. England hat wieder mehrere tausend Tonnen Handelsschiffsraum verloren.
So erhält es Schlag auf Schlag bis zu seiner endgültigen Vernichtung. Oui, la bataille d'Atlantique qui bat son plein se trouve à un moment où l'Angleterre est en difficulté à cause d'elle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est un lieu commun, on dit quelquefois l'histoire se répète, c'est que les Allemands ont utilisé lors de cette bataille d'Atlantique la même tactique et le même raisonnement qu'en 17, c'est-à-dire qu'ils ont cru qu'en terrorisant les Anglais, en coulant leurs navires, l'Amérique n'interviendrait pas. Hein, en 17, c'est ce qui s'est passé. Et au contraire, l'Amérique est intervenue. Et là, maintenant que Roosevelt a été réélu, il est sûr, inéluctable, que l'Amérique va intervenir de plus en plus dans la guerre. Il y a eu donc les mêmes techniques, les mêmes mécanismes psychologiques, suivis des mêmes erreurs. Bon, cela dit, il y a d'autres choses dans cette activité allemande. Cela dit, ce que vous dites, l'histoire se répète, est vrai, mais c'est aussi partiellement faux. Et notamment, ce qui me frappe en voyant ces images, c'est le fait que les Allemands, tels que les montre le cinéma nazi, ont un autre visage, en quelque sorte, que le visage que je leur prêtais, non seulement moi d'ailleurs, mais mes camarades et l'ensemble de la population française. Pour moi, à cette époque, les Allemands étaient les ennemis, mais c'était essentiellement des Allemands, c'est-à-dire l'équivalent, ce qu'on désignait par le terme de Boche, l'équivalent de ceux qui avaient combattu mon père et aussi mon grand-père d'ailleurs. Mais il s'agissait d'une sorte d'Allemagne éternelle. Tandis que, à travers ces images, on s'aperçoit que c'est l'Allemagne, bien sûr, mais que c'est aussi l'Allemagne nazie. Et ce qui est frappant, c'est l'importance que tient à la fois la mythologie nazie et le cérémonial nazi. Ce qui me frappe, par exemple, ce sont les drapeaux. Il y a très peu de drapeaux allemands traditionnels. Ce sont les drapeaux marqués de la croix gammée. Cette perception de l'Allemagne, je dois dire qu'à cette époque, fort peu de Français, quelques-uns bien sûr l'avaient, mais fort peu de Français l'avaient. Or on s'aperçoit historiquement que c'était peut-être les Allemands, mais que c'était aussi d'autres sortes d'Allemands, et que s'il existe une Allemagne éternelle, était venue s'ajouter une forme réelle et très contemporaine de barbarie et d'infamie, oui, et qui était la barbarie nazie. D'ailleurs, cette ambiguïté va créer un trouble chez beaucoup de Français. Parce que, aujourd'hui, nous identifions l'Allemagne comme nazie, et comme vous le disiez, encore en 40, au fond, il n'y avait qu'une partie de la classe politique, des gens très éduqués, informés, qui voyaient ça. Pas. La plupart des gens ne le voyaient pas. Il n'en reste pas moins que ça aboutit à des situations politiques assez extraordinaires et extravagantes. Par exemple, les gens d'Uriage, qui étaient à cette époque encore pétainistes, ne se voulaient pas anti-allemands, ils ne se voulaient qu'anti-nazis. Et à un autre bord politique, Dorion se voulait, à l'inverse, pro-nazi et anti-allemand. N'est-ce pas? Oui, oui. Et il jugeait que l'Europe nazie, c'était quelque chose de pas mal, oui. Mais il voulait reprendre l'Alsace et la Lorraine, Dorion, n'est-ce pas? Oui, oui. Et alors qu'au contraire, toute une autre branche, à l'opposé bien sûr, puisque Uriage bientôt sera résistant, ne voulait pas combattre l'allemand, voulait combattre l'idéologie et le régime qui s'instituait en toute l'Europe. Oui. Moi, je me sens très prospectivement très proche d'Uriage. Mais mon attitude, comme celle d'un certain nombre de gens émanant d'un même milieu, disons d'un milieu patriotique ou nationaliste, c'était pas tout à fait ça. Je voulais combattre les Allemands, non pas que je en voulais particulièrement, mais tout simplement pour les chasser du territoire national. Oui. Mais le phénomène nazi, dans sa spécificité, n'était que très peu perçu, en dehors d'une petite minorité. Alors il le sera par la suite, et il devenait beaucoup plus visible d'ailleurs lorsqu'on traversait la ligne de démarcation et qu'on arrivait dans la France occupée, où on s'apercevait que ce n'était pas simplement des soldats allemands, mais qu'il y avait aussi la présence d'un autre ordre, d'une autre conception de l'univers, et qu'il a échappé totalement au schéma traditionnel de l'histoire, tout au moins de notre histoire. Bien sûr. Alors maintenant, on va voir les actualités de Vichy, qui sont particulièrement intéressantes. Novembre. À la cathédrale de Clermont-Ferrand, le maréchal Pétain est venu assister à l'office commémoratif célébré à la mémoire des morts.
De la fête de l'armistice, la France n'avait voulu retenir que la célébration du souvenir de ceux qui sont tombés. Aujourd'hui, à ces deuils innombrables, s'ajoute le deuil de la patrie blessée. 11 novembre, des années ont passé, la défaite est venue. Dans ce geste pathétique, le soldat de Verdun affirme à tous les cœurs français l'immortalité d'un pays ennobli par 2000 ans d'histoire. Franklin Roosevelt restera président, l'emportant sur M. Wilkie, son concurrent. Les délégués élus, 468 voteront pour lui, alors que 69 seulement sont acquis à son adversaire. La réélection du président sortant se trouve ainsi largement assurée. Cependant, Roosevelt n'obtient en réalité que 55% des suffrages. Tenant compte de cette indication, le président envisagerait de faire place dans son cabinet à M. Wilkie. La nouvelle de l'élection a été attendue avec fièvre par les Américains résidant en France. Dans les bars où ils se réunissent, devant le poste de radio, des groupes attendaient la grande nouvelle. Fait unique dans l'histoire américaine, le président Roosevelt va prendre un troisième bail à la Maison-Blanche. Je disais tout à l'heure que ces images étaient souvent intéressantes parce qu'elles ne montraient pas, mais là, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent. Il se trouve en effet que les actualités allemandes ne parlent pas de l'élection de Roosevelt. Or, il se trouve que Vichy accorde dans ses actualités une place relativement importante à cette réélection. Et ça me paraît assez significatif, d'ailleurs, d'un certain aspect de la politique vichysoise à cette époque, et de la possibilité de négociation. Enfin, il y avait l'idée d'une intervention américaine future, encore très vague, mais qui a influé à certains moments sur la politique extérieure du gouvernement de Vichy. Et le fait de montrer ces images prend toute sa valeur du fait par la simple constatation que le monde extérieur est absent des actualités vichysoises. Et ça, c'est fabuleux. On se bat partout. On se bat sur mer, on va se battre bientôt en Afrique, on va se battre un peu plus tard dans le Pacifique. Vichy ignore tout. Vichy ignore même Paris, en vérité. Je crois que pendant plusieurs mois, on ne voit aucune image de Paris. Vichy se considère comme une sorte d'isolat géographique à l'écart du monde extérieur et se gouvernant en quelque sorte en lui-même, par lui-même, tout au moins c'est l'image qu'il veut montrer. Cette volonté d'isolement, cette ignorance même du monde extérieur, c'est effectivement, dans une très large mesure, un élément à la fois de compréhension de Vichy et en même temps un élément décisif de compréhension de la faillite de Vichy. À Lyon, 800 petits Français se préparent au départ. Après avoir subi un examen sanitaire approfondi, ils seront dirigés vers la Suisse, où 800 foyers, à l'appel de la Croix-Rouge et de la direction de la famille, sont prêts à les recevoir. Noble geste bien digne des traditions d'humanité et d'hospitalité de la population helvète. 800 petits Français vont donc, pendant les longs mois d'hiver, respirer l'air salubre des Alpes. Il y a là des enfants d'évacués, des enfants dont le père est prisonnier. Leur départ va enlever de lourdes charges à des familles sans ressources. À la Suisse, la France dit merci. Dakar a fait une chaleureuse réception au général Végan. Dès son arrivée, l'ancien généralissime s'est préoccupé de la réorganisation militaire de cette clé de l'Afrique occidentale française qui garda une si fière attitude sous les coups de l'escadre britannique. Sur le front des troupes, le chef des forces françaises d'Afrique a remis au gouverneur Boisson et à ses compagnons d'armes
les récompenses que leur valut leur énergique défense synthétisée par la parole maintenant fameuse du gouverneur Boisson. Dakar m'a été confié, je défendrai Dakar. Bon, là, faut intervenir, parce que le commentaire est succinct, elliptique. Je défendrai Dakar. Il l'a défendu, mais on ne dit pas contre qui. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est contre les Anglais, mais on ne dit surtout pas que c'est contre De Gaulle. On ne parle pas de De Gaulle. De Gaulle est interdit. Interdit d'écran. Son nom ne doit pas être mentionné. D'ailleurs, lorsqu'il s'est trouvé, on a su qu'il était parti en Afrique équatoriale ou occidentale, on ne savait pas trop, un ordre avait été donné, ramenez-le vivant. Bien. Alors, cette histoire de Dakar, qui date d'ailleurs de septembre, mais dont les images arrivent bien sûr avec retard, ce qui est normal, et là, c'est normal aussi qu'on ne voit que la commémoration de cette défaite de De Gaulle devant Vichy. Et ces événements, c'est quelque chose d'assez curieux. En fait, vous vous en souvenez, c'est De Gaulle qui veut, après avoir, en quelque sorte, s'être saisi pour la France libre de l'Afrique équatoriale, ce qui était relativement aisé puisqu'il partait, il pouvait s'appuyer sur le Congo belge qui résistait, n'est-ce pas? Il a voulu passer à l'Afrique occidentale, ce qui est quelque chose de bien plus important, et surtout Dakar. Et lorsque la petite flotte est partie, avec l'accord des Anglais, qui était un peu réticent, mais allons-y, ont-ils dit, on va essayer, il ignorait qu'au même moment, une flotte française partait pour récupérer l'Afrique équatoriale. Et c'est cette coïncidence qui a fait que ça a été la défaite inéluctable, parce que les forces dont disposaient De Gaulle et les Anglais face à Dakar étaient très inférieures aux forces que Vichy envoyait, et qui, curieusement, avaient pu franchir le détroit de Gibraltar sans que les Anglais s'en aperçoivent. Ils ne s'en sont pas aperçus parce que c'était la bataille de Londres, tout était mobilisé sur cette bataille d'Angleterre, il y a eu des choses qui sont passées, on ne sait pas lesquelles. Il n'y a pas eu de complot ni de fuite comme on l'a cru, il y a eu une conjonction de hasard. Et finalement, De Gaulle a dû repartir, et c'est cette victoire de Vichy que, ici, Weygand vient en quelque sorte fêter. Mais ce qui est curieux, c'est l'importance, enfin ce qu'il faut également souligner, c'est l'importance de l'Empire, comme l'on disait ailleurs, oui. À cette époque, l'importance de l'Empire comme élément de légitimité. De Gaulle devient légitime quand il contrôle un certain nombre de territoires considérés comme français, et Vichy appuie sa légitimité par le contrôle d'un vaste empire. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. C'est un enjeu décisif entre ces deux gouvernements qui se réclament tous deux de deux autres formes de légitimité. Oui. Secours national d'hiver. Le maréchal Pétain a lancé un appel que chacun entendra. Il y a dans la France d'aujourd'hui d'innombrables misères. La France doit venir au secours de la France. Monsieur Baudouin, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, convie la jeunesse française à cette œuvre nationale. Pendant 15 jours, l'image du maréchal sera vendue au profit de cette organisation du secours national. Dès aujourd'hui, la Légion des battants alerte ses sections. Tous les légionnaires deviennent pour 15 jours les légionnaires de l'entraide nationale. Dès aujourd'hui, les compagnons de France à travers villes et villages vont appeler à l'aide de ceux qui n'ont rien, ceux qui peuvent donner, qui doivent donner. Ils diront à ceux-ci, donnez des vêtements, à ceux-là, donnez des vivres. Donnez un peu, donnez beaucoup, donnez, donnez. Dès aujourd'hui, les scouts entreprennent cette campagne de ramassage dont ils se sont chargés. Tous ces dons iront aux prisonniers, aux familles nécessiteuses de la zone occupée, à ceux aussi qui ne peuvent aller retrouver leur foyer. Il faut que chacun puisse sentir qu'il est une part du grand corps de la patrie, que chacun donne pour que chacun puisse recevoir. Il faut que chacun fasse le geste d'unité nationale demandé par le maréchal, les légionnaires, la jeunesse de France. Donnez. L'Opéra de Marseille rivalise maintenant avec l'Opéra de Paris.
dans le but de participer à l'effort entrepris par le gouvernement dans le domaine artistique pour redonner à la France la place qu'elle a toujours occupée, on s'est efforcé de regrouper ici les espoirs des futurs corps de ballet dispersés par la tourmente. Et l'on peut un instant rêver devant ce domaine inconnu, où les étoiles de demain vivent leur vie à la fois enfantine et légendaire. Un domaine de petites fées de mousseline, hanté par toutes les bêtes de la fable et de la légende. Après-demain, elles seront en scène. Un jour peut-être, dans cette foule d'enfants, une étoile naîtra. Dans un élan unanime, la France suit le maréchal Pétain. Il est le symbole de ce pays comme il en est le chef. C'est dans cette idée qu'au cœur de la forêt de Troncet, l'une des plus vieilles forêts d'Auvergne, les jeunesses françaises ont choisi un chêne, le plus beau, le plus fort, le plus haut, pour lui donner le nom de Pétain. Le maréchal a donné le premier coup de hachette sur ce tronc qui portera son nom gravé. Vieux de 300 ans, haut de 42 mètres, ce chêne est maintenant le double symbole de la vitalité de la vieille terre de France. Quelques jours avant cette simple cérémonie, un enthousiasme immense saluait à Toulouse la venue du maréchal. C'est par la ville des Capitouls que le chef de l'État commence ses visites qui nourront encore plus l'un à l'autre le pays et son chef. Après un salut au monument aux morts, le maréchal a parcouru la ville au milieu d'une foule dont l'émotion égalait l'enthousiasme. César, berceau des Jeux floraux et siège l'Académie toulousaine, dont il a accepté d'être le protecteur, le chef de l'État s'est entretenu avec les représentants de toutes les forces vives de la province. À sa sortie de Toulouse, le maréchal a voulu visiter l'école d'agriculture. Là se forment pour l'avenir de nouveaux paysans qui auront acquis avec la science l'orgueil de leur État. C'est de la France qu'il s'agit, de son sol, de ses fils, prononçait un jour Pétain. Le sol de la France, les fils de la France, n'est-ce pas surtout autour d'une charrue qu'on les reconnaît? La France, son sol, ses fils, n'est-ce pas dans ses campagnes où les écoliers acclament l'illustre visiteur qu'on les reconnaît? N'est-ce pas là le fond même de la pensée du maréchal et le sens de son effort que ces visites au village, ces regards posés sur les enfants des écoles? Montauban. Ici comme à Toulouse, le chef est accueilli avec ferveur. Il semble que Pétain ait rendu à un peuple qu'il avait perdu cette vertu qu'on nomme la foi. Et tout à l'heure, du balcon de la préfecture, c'est une foule fervente qui apparaîtra au grand soldat. Une foule qui est une part de ce peuple à qui le vainqueur de Verdun peut dire « Je vous ai parlé comme un père, je vais vous parler comme un chef ». Ces images sont particulièrement caractéristiques du Vichy de la première période. Absolument. Il y a eu plusieurs Vichy.
Et c'est admirable d'ailleurs, c'est un raccourci tout à fait saisissant. Alors on pourrait tout reprendre. Par exemple, le thème du chêne, le maréchal se trouvant confronté avec un chêne. Et l'image du chêne est inséparable dans la mythologie, non seulement française d'ailleurs, mais dans la mythologie politique universelle, effectivement, du sauveur, de l'homme fort, de l'homme qui défie les siècles, de l'homme sur lequel on peut à la fois trouver, auprès duquel on peut trouver un refuge, sur lequel on peut s'appuyer. Le mythe du chêne, d'ailleurs, se retrouvera très largement utilisé par le général de Gaulle, bien des années plus tard. Songez au livre de Malraux, ces chênes qu'on abat, songez à ce dessin qui a été si souvent reproduit, où l'on voit la France pleurant devant un chêne abattu. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est en effet un reflet de Vichy dans sa multiplicité et dans ses ambiguïtés. Il y a la vieille France conservatrice, et il faudrait souligner l'importance du clergé et des cérémonies religieuses. Le maréchal, le gouvernement se trouve terriblement béni. La cathédrale, l'évêque, les enfants de chœur, en fait tout ça, ça joue un rôle fondamental. Mais il y a aussi le thème de la solidarité, les prisonniers, les déshérités, les enfants. Et puis il y a aussi le thème du patriotisme. Il est certain que Vichy, ou le maréchal à cette époque, je dis bien à cette époque parce que les choses ont changé assez vite, a bénéficié d'une sorte de sursaut patriotique. Et sous sa forme la plus traditionnelle, et notamment sous sa forme militaire. On voit beaucoup de militaires dans ces actualités. On les voit même défiler, ce qui peut paraître bizarre, au son d'une musique qui est La République nous appelle. Et pour elle, sachons vaincre et sachons mourir. Ça peut paraître paradoxal. À l'époque, ça ne l'était pas tellement. Car il faut, je crois, pour comprendre cela dans sa profondeur, songer que la France connaît une véritable crise de légitimité. Pendant très longtemps, pour l'immense majorité des Français, l'État républicain a représenté la légitimité. Or, et déjà cela commence avant la guerre, cet État républicain perd sa légitimité. Il y a donc une vacuité de légitimité. Et tout naturellement, c'est à ce moment-là qu'apparaît le sauveur. À vous écouter, Raoul Gérardet analyser de façon si pénétrante les données du mythe du maréchal et du mythe du sauveur, on sent qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est que vous avez écrit un livre là-dessus. Quel est ce livre? Oui, ce livre s'appelle « Mythes et mythologie politique » et effectivement, le thème du sauveur, il tient une place importante et cette place est tout à fait légitimée par l'abondance des sauveurs qu'a connue notre histoire nationale depuis 2 siècles. Merci Raoul Gérardet. Soviétique, et qu'avec lui, on aura à parler, vu l'entrevue Molotov-Hitler qu'on va voir, des péripéties de ce pacte. On parle toujours des débuts du pacte, On parle toujours des débuts du pacte, mais on ne parle jamais de ce qu'il en est advenu. Et Franz Knipping a là-dessus des choses intéressantes à nous dire. Oui, Marc, je crois que le tournant de novembre 1940 est aussi important presque que la production du pacte en août 1939, parce que là, il y a pratiquement un changement de qualité de ce pacte. Avant, c'était toujours la question si le pacte durerait ou non. Mais après novembre 1940, il était clair, il ne durerait pas, parce que Hitler, il a commencé sérieusement avec ses plans d'attaquer l'Union soviétique. Avant novembre 1940, il y avait toujours un double jeu, c'est-à-dire il pensait soit à intégrer l'Union soviétique dans le pacte à 3, dans un blocus, dans un bloc continental contre l'Angleterre et les États-Unis, tandis qu'après novembre 1940, il a pensé à attaquer la Russie. On va voir ça dans l'actualité allemande, pas tout de suite bien sûr, c'est un sujet qui viendra à son heure, et puis ensuite nous verrons, comme d'habitude, les actualités anglaises. Die neue Hauptstadt des Kaiserreiches Mandschukuo, Sinking, wird jetzt in großzügigster Weise ausgebaut. Noch vor wenigen Jahren war Sinking eine kleine, unbedeutende Provinzstadt in der Mandschurei. Heute bietet Sinking das Bild einer modernen Großstadt. Überall ist die leitende Hand Japans fühlbar.
dass sich seiner Aufgabe im Zuge der Neuordnung im ostasiatischen Raume voll bewusst ist. Aufgrund eines französisch-japanischen Abkommens wurde den japanischen Truppen das Durchmarschrecht durch Indochina gewährt. Auch diese Aktion soll allein der möglichst schnellen Befriedung des fernen Osten dienen. Verhandlungen zwischen den japanischen und französischen Behörden. In der Nähe der Stadt Dongdang wurde Widerstand geleistet, der jedoch sehr schnell gebrochen werden konnte. Japanische Truppen beim Vormarsch auf die Stadt Langsun. In Amsterdam marschieren die Verbände der nationalsozialistischen Bewegung in Holland auf. Leiter der Bewegung ist Anton Adrian Mussert. Die NSB wurde bereits im Jahre 1931 gegründet. Ihr Ziel ist der Wiederaufbau Hollands in engster Zusammenarbeit mit Deutschland. Im Haus des Rundfunks in Berlin fand für Dr. Adolf Raskin, den Leiter der Auslandsabteilung und kommissarischen Intendanten des deutschen Kurzwellensenders, der auf einer Dienstreise einem Flugzeugunglück zum Opfer fiel, eine weihevolle Trauerfeier statt. In seinen Abschiedsworten erklärte Reichsminister Dr. Goebbels, dass der Tod dieses Mannes eine Lücke hinterlasse, die nicht zu schließen sei. Im Namen des Führers legte Dr. Goebbels am Sarge des Heimgegangenen das Kriegsverdienstkreuz erster Klasse nieder. ...125 mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichnete Front- und Rüstungsarbeiter und Arbeiterinnen aus allen Gauen Deutschlands weilten als Gäste der Reichsregierung in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels empfing die Männer und Frauen in seinem Ministerium am Wilhelmplatz. Reichsminister Dr. Todt. Die Arbeiter und Arbeiterinnen auf dem Wege zum großen Empfangssaal in der neuen Reichskanzlei, wo der Führer zu ihnen sprach. Mit der geschlossenen Front der Arbeit, sagte der Führer, werde Deutschland den Kampf durchhalten und nach dem Siege den deutschen Sozialstaat zum vorbildlichsten der Welt ausbauen. Der hervorragende Anteil, den die deutsche Arbeiterschaft an diesem Kampf habe, sei zugleich auch eine Vorarbeit für dieses gewaltige Friedenswerk. Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotow, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen.
Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop empfing den Gast auf dem Anhalter Bahnhof. In der neuen Reichskanzlei wurde Molotow vom Führer zu einer längeren Aussprache empfangen. Die Berliner Unterredungen verliefen in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und führten zu beiderseitigem Einvernehmen in allen wichtigen Fragen, die Deutschland und die Sowjetunion interessieren. Là, il faut dire un mot avant qu'on ait une discussion de fond là-dessus. Le commentaire qui est donné là est un commentaire erroné, parce que l'atmosphère n'a pas été bonne. Hitler a commencé par évoquer ses plans d'ensemble contre l'Angleterre, etc. Molotov n'a rien dit. Ensuite, il a parlé des avantages de l'Alliance, ces avantages que le pacte avait apportés aux uns et aux autres. Molotov n'a toujours rien dit. Ensuite, Hitler a évoqué les plans grandioses qu'il avait pour l'avenir. Molotov n'a toujours rien dit. Et puis, Molotov a commencé à dire, mais qu'avez-vous fait en Roumanie? Qu'avez-vous fait en Finlande? Et qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous parlé de Salonique? Autrement dit, en Roumanie, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, on l'avait dit, la Roumanie a été dépecée et l'Allemagne a garanti ses frontières. Ça ne pouvait donc être que contre l'URSS. En Finlande, l'Allemagne faisait des manifestations qui allaient un peu contre l'accord qui avait été conclu, qui laissait plus ou moins la Finlande sous l'hégémonie russe. Et en Europe orientale, en Bessarabie, mais surtout en Bucovine, la Roumanie avait absolument tout perdu sans que la Russie ait été consultée. Et voilà que Molotov évoque ces trois points. Et pour la première fois, Hitler est stupéfait. Quelqu'un, lui, résiste. Très calme, très froid, et ça va changer son humeur. On reparlera des conséquences de cet entretien, je pense, tout à l'heure. In dieser Verfassung befanden sich die meisten Landstraßen im ehemaligen Polen. Die deutsche Verwaltung ist nach der Besetzung sofort daran gegangen, die grundlosen Wege und Straßen mit einer festen Decke zu versehen. In kürzester Zeit sind neue, schöne Straßen entstanden. Auch die Errichtung von neuen Arbeitersiedlungen und Dörfern steht mit an erster Stelle des Aufbauprogramms im Osten. So konnten kürzlich im Warthegau in der Nähe von Posen 110 Siedlungshäuser fertiggestellt werden.
Deutsche Arbeiter werden hier ein Heim finden, das allen Anforderungen des modernen Wohnungsbaus entspricht. Die erweiterte Landverschickung aus Berlin und Hamburg hat bisher rund 1 Million Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren erfasst. Durch diese Verschickungen soll unsere Großstadtjugend vor allen gesundheitlichen Schäden bewahrt werden, die durch nächtliche Luftalarme entstehen können. Ankunft auf einem Gut im Warthegau. Erstes Frühstück in einem Jugendheim im Wartheland. Das schmeckt wie bei Muttern. Ein großer Tag für die Stadtjungen. Sie dürfen hoch zu Ross mit hinaus aufs Feld. Diese Bilder wurden in einem Heim in der bayerischen Ostmark aufgenommen. Und hier ein Blick über das Riesengebirge, wo ebenfalls viele Großstadtkinder untergebracht werden konnten. Zum Teil zogen ganze Schulklassen geschlossen aufs Land. Der Unterricht wird in solchen Fällen genau wie zu Hause abgehalten. Unterhaltungsspiele am Nachmittag. Flak im Kampf gegen die englischen Nachtpiraten. Immer wieder versuchen die englischen Bomber, auf Befehl des Kriegsverbrechers Winston Churchill in das Reichsgebiet einzufliegen. Ihre Bomben treffen allerdings kaum militärische Ziele, sondern fast ausschließlich deutsche Arbeitersiedlungen, Krankenhäuser, Lazarette und die Wohnviertel deutscher Großstädte. In der Nacht zum 15. November versuchten die Engländer, wie der Wehrmachtbericht meldete, die Reichshauptstadt mit stärkeren Kräften anzugreifen. Der geplante Großangriff scheiterte jedoch am Abwehrfeuer unserer Flak. Sechs britische Bombenflugzeuge wurden bereits im Westen, kurz nach Überfliegen der Küste, abgeschossen. 3 weitere im Vorfeld der Reichshauptstadt. Hier die Überreste der 3 englischen Flugzeuge, die über den Vororten von Berlin abgeschossen wurden.
amerikanische Brandbombe. Am Jahrestag von Langemark fand auf dem dortigen deutschen Ehrenfriedhof eine würdige Gedenkfeier statt. Generalfeldmarschall von Brauchitsch und Reichsleiter Baldur von Schirach legten an den Gräbern der deutschen Kriegsfreiwilligen von 1914 Eichenkränze nieder. Der Krieg, den wir jetzt erleben, so führte Generalfeldmarschall von Brauchitsch in seiner Gedenkrede aus, schließt zwei Generationen zusammen, die Weltkriegskämpfer und die jungen Soldaten. Mit dem 28. Mai 1940, an dem die Reichskriegsflagge über Langemark gehisst wurde, ist das Vermächtnis der Jugend von 1914 erfüllt worden. Langemark ist uns heute zu einem unvergänglichen Symbol für den Opfergang deutscher Jugend geworden. Diese Feierstunde wurde damit zu einer Heldenehrung aller deutschen Soldaten, die ihr Leben für das Vaterland gaben. So gingen die Gedanken über den Heldenfriedhof von Langemark hinaus zu deutschen Heldengräbern dieses Krieges im Westen, im Norden und im Osten. Auf den Höhen über Oslo, die Gräber der Männer von der Altmark am Gössingfjord. Deutsche Heldengräber im hohen Norden Norwegens. Gräber und Gedenksteine gefallener deutscher Fallschirmjäger in Holland. Heldengräber an der Marne. Und hier an der Aisne. Panzerpioniere beim Brückenbau.